Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, réunion de la troisième séance publique de la première session ordinaire à l'Assemblée nationale. Et enfin, dans l'actualité internationale, on irons aux 3 jours de funérailles suite au décès du président Ibrahim Raisi. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, la République de Djibouti se félicite de la reconnaissance officielle de l'État de la Palestine par l'Espagne, la Norvège et l'Irlande. Djibouti considère cette décision historique qui est en accord avec le droit international et les résolutions pertinentes des Nations Unies comme une étape importante vers une solution à 2 États. La réalisation de la justice tant attendue pour le peuple palestinien frère et à la fin de l'occupation injuste qui l'endure depuis des décennies. La République de Djibouti appelle tous les pays qui n'ont pas encore reconnu l'État de la Palestine à aller de l'avant avec la reconnaissance comme une étape vers l'affirmation des droits légitimes et des aspirations inéluctables du peuple palestinien. Parallèlement, Djibouti réitère sa position ferme et inébranlable de soutien à la cause palestinienne et de la défense du peuple palestinien, frère dans tous les forums, jusqu'à qu'il puisse déterminer son propre destin et établir son État indépendant sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies et à l'initiative de paix arabe. Je vous le disais dans le titre, la représentation nationale a tenu sa 3e séance de la première session ordinaire du Parlement pour l'année 2024. Le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a conduit ce mercredi 22 mai les travaux de la 3e séance de la première session ordinaire du Parlement pour l'année 2024 avec la participation du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, des ministres et l'ensemble des parlementaires. Dans un mot introductif, le président du Parlement, M. Dileta Mohamed Dileta, tout en déclarant ouverte cette séance plénière, est revenu sur les activités préparatoires et l'impact attendu du déroulé de la séance. Considérant la portée de l'ordre du jour, des parlementaires ont été interrogés l'exécutif sur les textes législatifs relatifs aux aires protégées, les comptes financiers des établissements publics, des normes suscitées. Ils ont également interpellé l'exécutif sur les ratifications de 2 accords suivants, à savoir le financement concessionnel pour le projet régional d'intégration numérique en Afrique de l'Est, création de l'institution de la mutuelle panafricaine de gestion des risques. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, est revenu sur plusieurs textes et a donné des compléments d'information globales. En signe de respect, les parlementaires et les membres du gouvernement ont observé une minute de silence en mémoire du président iranien Ibrahim Raisi. Et enfin, comme je vous le disais, les membres du gouvernement ont été questionnés sur les projets de réorganisation du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et face à cette série d'interrogations. Écoutons les députés. En partant de la réalité actuelle, quelles sont les retombées directes que ces projets promoteurs des aires protégées de ce projet promoteur apportera comme contribution destinée à atténuer les effets négatifs du changement climatique? La création des aires protégées, que ce soit marines ou terrestres. Dans cette loi, quatre
quatre sites a été identifié. Par la suite, il y a eu un décret qui a aussi créé d'autres aires marines protégées, ce qui créait une ambiguïté. Nous avons revu, parce que le code de l'environnement est passé en 2009. Juste par après, il y a eu la création des conseils régionaux. Donc, il fallait que les textes soient à jour, le projet de loi soit à jour. Donc, nous avons revu toutes ces questions, même les amendements. Nous avons créé au jour d'aujourd'hui un réseau de déserts protégés. Dans un premier temps, à quoi t-on s'attendre en ce qui concerne la géothermie à Djibouti? Y a-t-il une avancée? Dans un second temps, nous constatons des fluctuations d'une année à une autre en ce qui concerne le revenu. Comment la société gère-t-elle ses coûts, étant donné les charges qui varient chaque année? Quelle stratégie avez-vous adoptée? Merci, Monsieur le Président. C'est l'énergie du futur et le gouvernement les ménage aucun effort pour que cette source d'énergie soit produite sur le territoire national. Comme vous le savez, nous avons depuis plus de 6 à 7 ans déployé toutes les énergies du gouvernement et tous les prêts possibles pour pouvoir, d'abord, dans un premier temps, prouver cette source, faire une institution qu'est l'ODEC aujourd'hui, former nos jeunes Djiboutiens et procéder aux phases d'exploration qui ne sont pas minimes. Vous savez très bien que toute exploration sur notre sous-sol est risquée et nécessite un coût très très élevé en millions de dollars. Donc je peux aujourd'hui résumer que les ressources sont là à Djibouti, mais la question et la technicité de notre sous-sol, de notre relief souterrain est très accidentée et difficile d'accès. Nous avons à Djibouti tous les types d'énergie géothermique, mais pour l'exploiter, il faut de la technicité. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, les technologies avancent très bien. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous donner quelques indicateurs clés en ce qui concerne le nombre d'emplois que va générer ces projets, les sortes technologiques concrètes que nos concitoyens vont bénéficier et l'impact direct de cette révolution numérique sur l'ensemble de notre pays? C'est un projet qui va consister à déployer la fibre optique FFTH au nord du pays. Comme vous le savez, au nord du pays, la fibre optique n'est pas encore présente. La fibre, elle est déjà là au sud. Non seulement on va déployer la fibre optique au nord, on va la déployer, mais en plus, on va la ramifier, c'est-à-dire on va la ramener jusqu'au chef-lieu. Elle va aller directement à partir de la frontière en Éthiopie, à partir de Balho, mais les derniers kilomètres, c'est-à-dire la dernière partie de ces fibres-là, vont être ramenés dans les chefs-lieux, c'est-à-dire à Obok et à Tadjoura, pour que la population de Tadjoura et d'Obok puisse bénéficier du haut débit aussi. En plus de ces déploiements, il y aura aussi le renforcement de la partie sud. La partie sud, comme vous le savez, la fibre elle est déjà là. Et nous avons tenu à faire à ce que cette partie-là soit aussi renforcée avec la dernière technologie de FFTH. Donc, comme vous le savez, ces projets vont renforcer notre position stratégique et technologique de Djibouti en hub numérique. Parce que, en déployant cet ensemble d'infrastructures sur l'ensemble du territoire, nous allons augmenter notre capacité à fournir des débits à l'ensemble de la sous-région. En termes d'emploi, comme vous le savez, quand il y a des travaux, il y a de l'emploi. Donc, au cours des travaux, il y aura des emplois directs et indirects qui vont être créés. Mais après les travaux, il y aura aussi des emplois directs qui vont être créés parce que ces infrastructures nécessitent de l'entretien et de l'exploitation. Donc, il y aura beaucoup plus d'emplois qui vont être créés à partir de ces infrastructures qui vont être mises en place, Inch'Allah, à partir de cette année. Vous étiez en train d'écouter les séries d'interrogations des députés et les membres du gouvernement qui ont apporté des éléments de réponse. Et bien après l'épuisement de l'ordre du jour, dans sa traditionnelle allocution de clôture des sessions, le président de l'Assemblée nationale, s'exprimant
en son nom propre et au nom de la représentation nationale, a présenté ses sincères condoléances au peuple et au gouvernement de la République islamique d'Iran suite au décès tragique du président Ibrahim Raisi, le ministre iranien des Affaires étrangères et toutes les autres personnes qui ont tragiquement perdu la vie dans le même accident d'hélicoptère. Écoutons-le. Arrivé au terme de nos travaux, après l'agenda de la plénière terminée, je voudrais, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables parlementaires, nous allons à présent, par un message de solidarité, de compassion et de prière, rendre hommage à la République islamique d'Iran et lui exprimer, ainsi qu'à son grand peuple, nos plus fraternelles condoléances pour la perte du président de la République, Ibrahim Raisi, le ministre des Affaires étrangères Hussein Amir, ainsi que de hauts commis de l'État. Nous prions Allah de le recevoir dans son paradis éternel, dans sa microdode. Personne n'ignore les relations particulières que cette assemblée a avec l'Iran. C'est grâce à l'Iran, il faut le souligner, que l'Assemblée nationale dispose depuis près de 10 années, exactement depuis le 22 novembre 2014, de cet hémicycle aussi majestueux qui est moderne, dans lequel les représentants du peuple djiboutien et son gouvernement œuvrent ensemble pour un meilleur de la République djibouti. C'est donc en toute reconnaissance pour les contributions significatives du pays frère de l'Iran et de son soutien à Djibouti de façon globale que nous exprimons nos profondes solidarités pour le preuve de l'accident de l'hélicoptère du président iranien et la disparition du président Raisi. Je vous prie, honorable Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, de vous lever pour une minute de silence. Première séance publique de la première session ordinaire est clos. Autre cérémonie, cette fois-ci c'est la cérémonie solennelle qui a eu lieu au centre d'instruction technique et tactique d'Ombouli au camp Cheikh Ousmane pour la décoration de 4 ex-militaires du groupe folklorique Harbi. La cérémonie présidée par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Mohamed Burhan, et le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a été empreinte de fierté et de reconnaissance. Rappelons que le groupe folklorique Harbi, connu pour sa représentation vibrante et authentique des traditions de l'héritage culturel, a été un pilier inébranlable dans la préservation et la célébration de l'identité culturelle au sein des forces armées djiboutiennes.
Eh bien, dans la suite chronologique de cet événement, la cérémonie qui a débuté par la revue des troupes réalisée par le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, le chef d'état-major général des armées, s'est poursuivi par une lecture d'un verset coranique et par la lecture de l'ordre du jour du CMK, prononcé par le chef des corps du régiment blindé des services rattachés, le colonel Daher Hassan Abadi, que nous proposons de l'écouter. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عسيسا صدق الله العظيم. À 4 retraités militaires de l'armée djiboutienne, le mercredi 22 mai 2024. Monsieur le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Monsieur le général des corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général chef d'état-major de la Défense, Monsieur les officiers commandant les institutions de défense et de sécurité, officiers, sous-officiers militaires du rang, personnel civil de la Défense et honorables invités. La cérémonie qui nous rassemble ce matin est consacrée à la remise des décorations à 4 retraités militaires de l'armée djiboutienne. Durant leur service, ces militaires ont été intégrés au sein du renommé groupe folklorique Harbi, où ils ont démontré une compétence professionnelle exemplaire et un dévouement sans faille. Au sein de ce groupe, ils ont contribué à la préservation et à la promotion de la culture djiboutienne, aussi bien au niveau national qu'international. Leur travail collectif a permis de créer des spectacles de grande qualité qui ont rencontré un succès retentissant, comme Dul Qarni en 1997, Samatalis 1 à 6 entre 1991 et 2009, Warimesi de Warakahar en juin 2007, pour ne citer que ces quelques exemples. Fidèle à la devise du groupe folklorique Harbi, Fidinta Hida et Daranka et Bararujinta Omada, et grâce à leur esprit créatif, ces artistes ont vivifié la poésie djiboutienne et ont contribué au rayonnement culturel de notre pays. Leur engagement mérite d'être reconnu et célébré. C'est pourquoi le chef d'état-major général des armées a décidé de le nommer à l'ordre national de la Grande Étoile de Djibouti. Créée le 28 mars 1978, la Grande Étoile de Djibouti est la plus haute distinction nationale, récompensant tant la bravoure militaire que les mérites civils. Elle incarne la vertu, l'honneur, l'héroïsme et l'excellence. L'ordre de la Grande Étoile de Djibouti comprend des chevaliers, des officiers, des commandeurs et de hauts dignitaires. Monsieur le ministre de la Défense, avant de conclure, je tiens à rendre hommage à l'icône culturelle qui a fondé ce célèbre groupe Harbi et qui nous a légué un héritage artistique inestimable. Il s'agit de l'ex-colonel-major Ali Diri Egal Allah Yarhamou, qui a marqué l'histoire de l'art djiboutien. Je vous prie de bien vouloir observer une minute de silence pour lire la Fatiha en sa mémoire. Fermez les bancs. Mon général, monsieur le ministre, nous vous invitons à remettre les décorations aux récipiendaires. Le moment tant attendu est la remise des médailles qui a été marquée par des applaudissements nourris et des témoignages de respect de la part de l'ensemble des participants. Chacun des récipiendaires exprimait sa gratitude avec émotion, reflétant la fierté de servir et de représenter la culture djiboutienne. mada ugu biyo calankiyo arladu kiyirkanayeen ina tahay awoodii lagu arsanayay ma og tahay askariyo.
ainsi de suite, mais aussi l'unité de cohésion entre les différents composants de la société djiboutienne. Finalement, cette cérémonie s'écoulera autour d'un petit déjeuner de cohésion dans une ambiance sereine, rythmée par une visualisation des vidéos des récipiendaires datant de leur époque, ainsi que par une intervention des actuels membres du groupe folklorique Harbi. jabuuti xeebta lo odhan jiray xereda geelay ahayd xadhuunka la hadhsan jiray xoor baa laga fuuqfuuqsan jiray fashe avec ton horla Direction l'Europe, plus précisément en Belgique, où une mission menée par le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, M. Hassan Mohamed Ibrahim, et le président de l'autorité des ports et des Zones-Franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a visité le port international d'Anvers, à Bruges. La délégation comprenait l'ambassadeur de Djibouti en Belgique et des cadres des ports et des chemins de fer de Djibouti. Accueilli par le directeur du port d'Anvers, Bruges, la délégation a été informée des efforts du port belge pour devenir une plateforme d'innovation technologique et de la reconnaissance internationale des infrastructures portuaires djiboutiennes pour leur compétitivité en Afrique. Eh bien, les autorités djiboutiennes ont exprimé leur désir de renforcer la coopération entre les deux ports en raison de leur similitude en termes de connexion, de transit et de transbordement. La visite a inclus une tournée des installations du port d'Anvers et discussions sur la coopération future, notamment en matière de formation, de sécurité, avec des drones de surveillance et des transports ferroviaires, un secteur où le port d'Anvers utilise les chemins de fer pour 7% de ses transports des marchandises. Les deux parties ont convenu de l'envoi d'experts belges à Djibouti, initiative pour la formation et les bourses. La mission djiboutienne poursuivra ses rencontres avec d'autres autorités européennes et belges tout au long de la semaine. Retour à Djibouti où, dans le cadre du projet d'appui aux entreprises, le CLE a organisé une journée porte ouverte en faveur des entrepreneurs
en présence des partenaires de l'écosystème entrepreneurial. Ce nouveau projet a été conçu pour mieux informer et accompagner les aspirants entrepreneurs et entrepreneurs confirmés. En effet, les micro, petites et moyennes entreprises à Djibouti font face à une série de défis persistants qui entravent leur développement et leur succès. Parmi ces défis, les obstacles administratifs consomment déjà des ressources limitées en temps et en énergie exorbitantes. Les difficultés rencontrées par ces entreprises font face aux difficultés informationnelles et d'accompagnement dues à une méconnaissance de la législation en vigueur ou ne sachant pas vers quel service public approprié se rendre pour s'informer et être accompagné. En ce sens, cette initiative vise à adresser ces défis de manière proactive en proposant des solutions concrètes et efficaces, fruits de la collaboration étroite établie avec les institutions publiques concernées sous l'égide du ministère de l'économie numérique, qui a parrainé la signature de conventions de partenariat avec les différents acteurs qui ont mis en place des permanences aux clés afin de permettre aux entrepreneurs de se rendre directement au centre afin d'obtenir les informations utiles. Pour les petites et moyennes entreprises et comment ils peuvent en bénéficier. Et notamment, la journée a été plus particulièrement axée sur la partie, les services gouvernementaux aux entreprises et on leur a expliqué les activités qui se font depuis le lancement au 21 janvier dernier du projet. Nous avons réuni plusieurs institutions qui encadrent un peu les activités entrepreneuriales à Djibouti, notamment le Fonds de développement économique de Djibouti, la Caisse nationale de sécurité sociale, les fonds des garanties, la Direction générale des impôts et les entrepreneurs avaient beaucoup de prérogatives, notamment sur la partie patente, comment obtenir les patentes, et c'est ce qui est un peu fait le cœur même des activités d'une des composantes des projets MSMIS. Culture à présent, 7e art, où une figure reconnue à travers toute l'Afrique pour son soutien inestimable au développement du 7e art africain depuis 30 ans et fondatrice de l'Observatoire panafricain de l'audiovisuel et du cinéma, a animé une masterclass mémorable mardi au département de la cinématographie de l'ANPC, ayant pour thème le financement des films d'Afrique. Masterclass de Souad Hussein Mirane au département de la cinématographie de l'ANPC a offert aux jeunes réalisateurs en herbe une opportunité précieuse de mieux comprendre les mécanismes de financement des films, de découvrir les différents fonds disponibles selon l'envergure du projet et de recevoir des conseils stratégiques en fonction des bailleurs sollicités. Était présent à cet événement le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, Mohamed Hussein Doualé, qui a prononcé un discours d'ouverture exprimant sa gratitude envers l'expert en cinéma et ses encouragements aux jeunes participants venus acquérir des connaissances cruciales en matière de financement des films. Formation avec laquelle nous avons assisté avec Madame Souad, une expertise qui nous a ramené ses idées avec une masterclass et franchement nous avons passé des heures à parler, à décortiquer dans le développement du cinéma à Djibouti, ce qui est vraiment un sujet très important et que nous devrions vraiment en solliciter et en développer au sein de la Corne de l'Afrique, plus précisément dans notre pays, à Djibouti. Et cette formation m'a permis d'acquérir une expérience auquel je ne savais pas. Et cela m'a conduit dans une conduite qui était vraiment, que je n'ai pas le mot à dire à ça. Et franchement, c'était rien à dire. Et on a beaucoup en profité, on a beaucoup en bénéficié de cette formation. Le secrétaire d'État chargé des sports a organisé ce matin une réunion pour coordonner les efforts en vue de l'organisation d'un jeu d'aventure intitulé Grande chasse au trésor destiné aux jeunes sur l'île Moucha. Cette initiative, une première à Djibouti, vise à promouvoir la découverte et l'exploration des sites touristiques et protégés de l'île tout en offrant une aventure ludique et éducative. La réunion présidée par la secrétaire générale du secrétaire d'État chargé des sports, Mme Khadija Ibrahim Idriss, a rassemblé divers partenaires essentiels à la réussite de cet événement. Parmi eux figure le secrétaire général du ministère du Commerce, M. Ali Daoud Abdou, le secrétaire général du ministère de la Communication chargé des postes et télécommunications, M. Ahmed Youssouf Elmi, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Aden Abdijama, le chef de cabinet du commandant de la garde-côte, M. Mohamed Abdelkader, des représentants de l'Agence nationale du tourisme, ainsi que plusieurs autres responsables et cadres du secrétariat d'État chargé des sports.
Les discussions ont porté sur divers aspects cruciaux et l'organisation de l'événement. La collaboration entre les différents ministères et agences a été au cœur des débats avec un accent particulier sur la logistique, la sécurité et les modalités de déroulement de la chasse au trésor. L'objectif principal du projet est de mettre en valeur les richesses naturelles de l'île Moucha tout en offrant aux jeunes participants une expérience unique de découverte et d'exploration. La chasse au trésor, qui se déroulera en 8 juin 2024, impliquera une trentaine de jeunes qui devront parcourir un périmètre défini sur l'île. Qui est destiné à la jeunesse djiboutienne. Nous avons invité ici le ministère du Commerce et du Tourisme, le ministère de la Communication, mais également la direction générale de la RTD, l'état-major de la garde-côte et la direction générale de l'Agence nationale du tourisme djiboutien. Donc nous avons présenté un projet intitulé Chasse au trésor qui se déroulera au mois de juin, Inch'Allah, à l'île Moucha. Donc nous comptons déplacer 5 équipes de 6 jeunes, donc 30 jeunes, qui vont concourir en passant 10 épreuves, okay, et où au niveau de chaque épreuve, nous avons une coordination et une transition d'une épreuve à une autre. Et à travers ces projets sportifs, nous voulons promouvoir la découverte de la jeunesse djiboutienne, des sites touristiques que notre pays dispose. L'île Moucha est un des meilleurs sites touristiques au niveau de la République de Djibouti. Et nous voulons, à travers ces projets, que la jeunesse djiboutienne puisse découvrir dans le jeu, dans les activités sportives, à travers les activités sportives, mais également à travers l'amusement, les sites touristiques de notre pays. Donc c'est un projet à plusieurs volets. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce mois de début juin, c'est l'île Moucha. Et nous comptons, Inch'Allah, au mois de juillet, août, mais également en septembre, avant la rentrée scolaire, déplacer ces jeunes dans d'autres sites touristiques de notre pays. Toujours dans la continuité de l'atelier métropolitaine de Djibouti, la 4e journée de l'atelier a débuté tôt ce matin par le cadrage méthodologique du processus d'élaboration des projets métropolitains à travers les visions, les cadres de cohérence, stratégie et tactique des modes de développement urbain et socio-économique. Les responsables des différentes administrations publiques, les parties prenantes des institutions publiques et privées se sont regroupés par groupe pour discuter sur les démarches et recommandations relatives à l'atelier métropolitain de Djibouti. L'objectif recherché est entre autres de partager certaines bonnes pratiques dans les processus de projets territoriaux et de donner des références d'action métropolitaine au regard aux grandes injonctions écologiques, sociales et économiques. Force de constater qu'à Djibouti, la perspective d'une résilience territoriale impose une prise en considération de l'évolution climatique risque liée. Eh bien, enfin, place au débat et les discussions interactives de la résilience urbaine et le nouvel impératif mondial. L'engagement de la volonté politique forte de la participation massive de tous les acteurs institutionnels et privés autour de cet atelier qui traite la question du métropole de Djibouti axée sur la résilience territoriale. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. Nous sommes donc extrêmement, en tant qu'organisateurs, que ce soit le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat ou le ministère de l'Enseignement supérieur, nous sommes extrêmement étonnés de la participation des autres ministères, de la participation des concessionnaires, de tous les acteurs clés de la ville qui non seulement assistent à tous les ateliers, mais aussi ont élevé tous les débats à un niveau mais record. Tout le monde a participé au débat. Tout le monde veut une ville de Djibouti nouvelle, une ville de Djibouti urbaine pour tous. Donc voilà, nous allons demain avoir la cérémonie de clôture et de restitution. En conclusion de ce dernier jour, nous allons avoir des recommandations de la part des différents experts qui ont assisté et qui ont guidé et qui ont été avec nous durant toute la durée de cette semaine pour les différents ateliers. Ils vont nous faire des recommandations qui vont permettre ensuite au gouvernement de mettre en place une feuille de route stratégique pour le développement de la ville de Djibouti qui est devenue aujourd'hui une métropole. Climat, météo, réchauffement climatique. Nous nous intéressons sur le réchauffement climatique entraîne une augmentation de la fréquence de l'intensité des tempêtes en Afrique, ce qui exacerbe d'autres facteurs de stress socio-économique et sur le continent. Certains pays de la Corne d'Afrique ont été touchés par un cyclone venu de l'océan Indien, au moment où les pays d'Afrique de l'Est font face aux aléas du changement climatique.
Eh bien, pour nous en parler plus, nous avons avec nous M. Ahmed Riwad Ali, chef de service de la météorologie, division météo plutôt, qui est avec nous ce soir, avec nous au plateau, pour nous expliquer en détail les derniers phénomènes météorologiques régionaux. Qu'en est-il, Ahmed? Bonsoir avant tout. Merci, Samatar, de m'avoir donné la parole. Et si je vous mets quelques éclaircies sur la situation météorologique et dans l'Afrique de l'Est, plutôt dans l'océan Indien. C'est-à-dire, ces derniers mois, dans les mois de mai, nous avons eu des cyclones successifs. Les premiers, le 6 mai, Hidaya, et nous avons le 16 aujourd'hui. Le deuxième cyclone, Yali, qui a atterri sur les côtes kenyans et tanzaniennes. Et ce qui montre qu'il y a eu le changement climatique à l'impact des phases, surtout sur l'océan Indien. Et de manière générale, ça va toucher aussi Djibouti. Mais pour l'instant, les résidus sera, il y aura la pluie côté Somalie avec les Kenyans, les frontières avec les Kenyans. Et qu'en est-il de ces cyclones qui a touché, rappelons-le, le Kenya et d'autres pays de l'Afrique de l'Est? Oui, il y a eu déjà le premier cyclone qui s'est le 6 mai, qui a fait beaucoup de dégâts, 4000 personnes déplacées tanzaniennes. Et aussi, justement cet après-midi, à 4 heures de l'après-midi, il y a eu le cyclone Yali qui a atterri sur les côtes kenyanes. Et ce qui montre qu'il y a eu vraiment de l'impact sur le changement climatique ces derniers temps ce matin. Et à Djibouti, nous avons aussi beaucoup de chaleur ces derniers temps. Et aussi ce qui montre que l'humidité aussi augmente trop. Et que de plus en plus la température augmente, plus l'humidité aussi essayer de diminuer, plus ça diminue, il y a trop d'humidité. À ce moment-là, nous arrivons à peu près à 100% d'humidité à Djibouti. Comme, surtout, on voit qu'il y a trop d'humidité, surtout dans la matinée jusqu'au soir. Merci, Monsieur Ahmed. Rappelons-le, vous êtes chef de service de division météo au centre météorologique de Djibouti. Merci, Smata. Direction le nord du pays, le lancement officiel de l'enrôlement biométrique des personnes en situation de handicap s'est tenu hier à Tadjoura, marquant une étape significative dans la campagne nationale visant à améliorer l'inclusion sociale et l'accès aux services pour les personnes handicapées. Cet événement fait suite au lancement précédent à Obok, montrant ainsi l'engagement continu des autorités à couvrir toutes les régions du nord du pays et leurs sous-localités. La cérémonie à Tadjoura a été présidée par le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Doual Saïd Mahmoud. Il était accompagné de la représentante du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, Emma Ngouar, ainsi que de l'honorable député Ouma Mohamed Hamid. Les invités de marque ont été chaleureusement accueillis par les autorités locales. Ensemble, ils ont visité les postes d'enrôlement biométrique où les personnes handicapées de la région ont commencé à s'inscrire dans le nouveau système biométrique. Le processus d'enrôlement se poursuivra dans les jours à venir avec l'objectif ambitieux de couvrir toutes les personnes en situation de handicap à travers Djibouti. Cette démarche s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Ismaël Mguélé, une vision plus large d'inclusion et d'égalité, répondant ainsi aux engagements internationaux du pays en matière de droits des personnes handicapées. Madame Emma du PNUD a elle insisté sur l'importance de l'inclusion numérique, l'enrôlement biométrique et une avancée technologique majeure qui garantit que personne ne soit laissé pour compte. Il s'agit là d'un pas crucial vers une société plus inclusive et écoutable. Écoutons-la. Et remercier d'avoir donné cette opportunité de venir nous rendre compte sur le terrain de comment les opérations se passent. Au-delà donc de faire seulement l'enrôlement, je pense que ce qui est important à noter, c'est qu'on vient vers les populations pour s'assurer que tout le monde soit pris en compte, que personne ne soit laissé pour compte. Et ça, c'est très important puisque l'inclusion est une priorité du gouvernement. Et donc nous saluons donc ces efforts de s'assurer que personne n'est laissé de côté et que toutes les personnes qui vivent à Tadjoura dans les localités, les enfants, les jeunes, les femmes, qui n'ont pas pu dans le temps s'inscrire dans la base de données puissent le faire et bénéficier donc des appuis que le gouvernement met en place, des programmes que le gouvernement met en place
pour pouvoir aider les personnes à besoins spéciaux. Mais encore au-delà, ça aide aussi dans la planification. Parce qu'on a des données, on a les besoins réels et on peut faire des programmes adaptés à ces populations. Donc moi, je salue cette initiative. Je voudrais féliciter tous les partenaires et notamment la NPH et vous remercier. Eh bien, lors de la cérémonie de lancement à Tadjoura, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Doual Saïd Mahmoud, a souligné l'importance cruciale de l'enrôlement biométrique pour les personnes en situation de handicap. Dans son discours, il a déclaré que cet enrôlement biométrique permettra de mieux recenser, identifier les besoins spécifiques des personnes handicapées, facilitant ainsi la mise en place des programmes et des services adaptés. Il a expliqué que cette initiative s'inscrit parfaitement dans la vision du chef du gouvernement, du chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele. Il a souligné que cette démarche reflète l'engagement du président à promouvoir l'inclusion sociale et à améliorer la qualité de vie des citoyens djiboutiens, en particulier ceux en situation de handicap. M. Doualé a insisté sur le fait que cette initiative marque une étape essentielle vers une société plus inclusive et équitable. Il a expliqué que la technologie biométrique offrirait une identification précise et sécurisée, garantissant que chaque personne en situation de handicap puisse bénéficier des services qui leur sont destinés sans risque de doublon ou de fraude. Il a exprimé sa gratitude envers le programme des Nations Unies pour le développement, pour son soutien continu. Nous remercions, a-t-il dit, le PNUD pour son engagement et son appui indéfectible dans ce projet ambitieux. Il a conclu en affirmant que la NPH continuerait à travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour s'assurer que les objectifs du programme soient atteints, améliorant ainsi la qualité de vie des personnes handicapées à Djibouti. Du nord du pays, on passe vers le sud. Le conseil régional d'Ali Sabié a abrité une cérémonie de signature d'une convention de financement relative au projet appelé « Soutien à l'éducation des filles et à leur autonomisation » entre l'instance régionale de la décentralisation et l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, plus connue sous son acronyme l'UNICEF. L'accord en question révèle la composante 3 du projet en question qui consiste à développer un réseau de quelques 200 volontaires sociaux communautaires pour contribuer au développement social de leur propre communauté locale en servant d'agents de changement dans chaque secteur thématique fonction des besoins et intérêts des communautés. Et à la suite d'une formation courte. En effet, là, il s'agit de l'élaboration d'un partenariat avec le secteur privé afin de garantir son engagement pour accueillir des 100 jeunes stagiaires issus de l'ensemble des zones d'habitation de la région pendant une période de 3 mois au sein de leur organisation. Ces jeunes bénéficieront d'une formation technique et financière dans l'optique d'intégrer l'entreprise d'accueil, sachant que ce projet consiste à redonner un immense espoir d'insertion professionnelle à de nombreux jeunes filles et garçons victimes de décrochage scolaire, bénéficient d'un financement conséquent de l'Agence française de développement. À l'issue de cette cérémonie, le président du conseil régional et le représentant adjoint de l'opération de l'UNICEF à Djibouti ont paraphé l'accord en question de partenariat historique entre le conseil régional d'Ali Sabié et l'UNICEF. Notons que la mise en œuvre de cette convention demeure une première entre le conseil régional et une organisation onusienne. L'événement qui s'avérait inédit a regroupé le préfet de la région d'Ali Sabié, Abdelmalik Mohamed Banoïta, et le président du conseil régional, Charmak Hassan Alalay, et le député Abdi Khair Beu. C'est un signe de confiance indéniable en notre capacité collective à œuvrer pour le bien-être de la communauté de notre région. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes sincères remerciements à l'UNICEF pour cette marque de confiance. Nous prenons cet engagement très au sérieux et je vous assure que nous mettrons tout pour mettre en œuvre et pour faire honneur à cette confiance. Ainsi, son exécution de ce projet revient à l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, plus connue sous l'acronyme UNICEF. Écoutons le représentant adjoint des opérations de l'UNICEF à Djibouti. Honoré, mais sincèrement honoré d'être accueilli chez vous aujourd'hui à l'occasion de la signature de ce partenariat crucial entre l'UNICEF Djibouti et le Conseil régional d'Ali Sabié dans le cadre de sa stratégie de décentralisation de nos interventions. Cet événement marque un moment significatif dans notre engagement commun envers les enfants et les jeunes de cette région. Mesdames et messieurs, chers partenaires, permettez-moi d'exprimer notre profonde reconnaissance
envers le Conseil régional d'Ali Sabié pour son implication résolue en faveur du bien-être de ses enfants et des communautés locales. Écoutons à présent, voici les propos du préfet de la région d'Ali Sabié, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta. Or, je me réjouis d'être parmi vous pour la signature des partenariats entre le Conseil régional d'Ali Sabié et l'UNICEF. C'est une première. J'ai assisté avant à Obok et aujourd'hui, j'ai eu ce privilège, je vais dire, d'assister encore une fois à la signature de conventions de partenariat entre les régions et la région d'Ali Sabié et l'UNICEF, comme je le disais tout à l'heure. C'est une nouveauté qui a été voulue par la politique du gouvernement dans le cadre de la politique de la décentralisation. Donc ceci permettra d'approcher les services, d'approcher et d'encourager surtout les conseils régionaux à agir, à répondre rapidement aux priorités et aux préoccupations surtout de la population de la région. Je sais que le PDR, le document de PDR, qui est un document cadre de la région, dans lequel nous avons toutes les priorités qui ont été soumises par la base, qui est la population. Donc ce document cadre reflète réellement les priorités, les soucis de la région. Les parlementaires aussi sont au courant de ce document. Ils sont impliqués et leur présence, la présence des doyens, démontre l'implication également des parlementaires dans les soucis de cette région. Je peux vous dire, c'est qu'on tire tous dans le même sens, ici, dans cette région. Direction le Caire, où les prestigieuses réunions annuelles conjointes des entités financières arabes se sont ouvertes aujourd'hui dans la capitale administrative, la nouvelle capitale, rappelons-le, administrative de l'Égypte. La République de Djibouti, soucieuse de son implication régionale, est représentée par une délégation de haut rang conduite par le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, à ses côtés l'ambassadeur plénipotentiaire de Djibouti auprès de la Ligue arabe et l'Égypte, Ahmed Ali Barre, ainsi que le directeur de cabinet du Premier ministre, Youssouf Aoulet, et le directeur général du Fonds de garantie, parmi d'autres éminentes personnalités. La journée a été marquée par une série de rencontres de premier plan entre les institutions financières clés du monde arabe, parmi elles le Conseil des gouverneurs du Fonds arabe pour le développement économique et social et le Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire arabe. Annuel et de faire le bilan de l'année passée et des projets à venir. Notre délégation est composée du gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane Ali, de notre ambassadeur et de plusieurs hauts cadres de l'administration djiboutienne. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais, en Iran, ils ont défilé par milliers dans les rues de la ville de Tabriz, au nord-ouest du pays, pour rendre hommage au président Ibrahim Raisi, tué dans un accident d'hélicoptère dimanche. Ces véhicules transportent les corps du président iranien, du ministre des Affaires étrangères, des 3 hauts responsables iraniens et des 3 membres d'équipage trouvés morts lundi après le crash de leur hélicoptère. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.